J'ai reçu le conseil amical de Francis et j'ai décidé de l'appeler la vérité à l'époque de la post-vérité, puisque en fait, il est vrai que maintenant, vous savez, avec tous les débats qu'il y a sur la post-vérité, on dit, bon, il faut arrêter avec la post-vérité, il faut chercher tout simplement la vérité, comme s'il était facile. Donc la chose bizarre, c'est qu'on pense que c'est très facile d'avoir de la vérité, et puis si on peut un peu plus sophistiqué, on peut faire de la post-vérité, et alors là, il faut bloquer cette effervescence de post-vérité et revenir à la vérité. C'est un type d'attitude que se reproduit continuellement. Par exemple, lorsqu'on dit « il faut être réaliste », oh, bon, c'est banal être réaliste, les gens plus sophistiqués ont des formes différentes d'anti-réalisme, post-réalisme et tout ce que tu voudras. Même chose pour la post-vérité. Alors je trouve que par contre, la post-vérité est une bonne occasion pour comprendre comment elle est compliquée la vérité et que la vérité, elle n'est pas une chose qui se donne comme ça, d'une façon simple, évidente. Comme un peu, on peut dire, bon, c'est quoi la vérité? C'est la correspondance entre une proposition et une chose. Alors, je dis, voilà une bouteille, il y a effectivement une bouteille, ma proposition, elle est vraie, s'il n'y avait pas de bouteille, elle serait fausse. C'est, je trouve, un peu plus compliqué que ça. Pas tellement plus compliqué que ça, mais un peu plus compliqué que ça, puisque outre ça, il faut avoir un langage, des techniques, des formes d'expression, puisque la vérité, elle est quelque chose qui se dit. C'est là la différence entre l'être. L'être peut être muet, c'est-à-dire l'être, s'il y a un castor caché derrière un arbre, qui sait. Mais au fond, c'est une réalité naturelle qui a tous ses détails, tous ses particuliers, même en absence de langage. Par exemple, je sais parfaitement bien que le Tyrannosaurus rex ne savait pas de s'appeler Tyrannosaurus rex. Et tout de même, il avait les mêmes particularités, les mêmes propriétés ontologiques qu'il aurait eu en savant de s'appeler Tyrannosaurus rex. La vérité, elle est quelque chose qui s'est fait, c'est quelque chose qui requiert une attitude de notre part, plus que simplement une attitude contemplative. Durant mon discours, j'utiliserai systématiquement trois catégories, et donc je les introduis de façon préliminaire. La première catégorie, c'est l'ontologie, c'est-à-dire ce qu'il y a, indépendamment de toutes les connaissances que nous en avons. Et là, il faut savoir que déjà, il y a un problème de la philosophie moderne, surtout, qui se trouve très bien en Kant, c'est-à-dire la confusion entre le fait qu'il y a quelque chose et le fait que nous la connaissons. Donc, il faut d'abord penser que l'ontologie en tant que telle est complètement indépendante de toutes nos connaissances. Puis, il y a l'épistémologie, le fait, ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir à propos de quelque chose. Alors, l'épistémologie, elle est dépendante par rapport à l'ontologie, c'est-à-dire les thèses de l'ontologie sont vraies de quelque chose qui est donc de l'ontologie. L'ontologie peut vivre toute seule, l'épistémologie a toujours besoin de l'ontologie. Le troisième terme que je veux ajouter à cette dichotomie classique serait la technologie, c'est-à-dire ce qu'on fait, le fait que pour mettre en communication l'ontologie avec l'épistémologie, il faut souvent avoir un travail. Par exemple, Dupin fait du travail, les savants font du travail, mais ce travail, c'est de la technique, quelque chose qu'on fait. Donc, voilà les trois catégories, et je passe à ma présentation. Voilà, là, avec, ça donne un peu un aspect
sportif de Saint-Augustin, puisqu'on dirait qu'il est en train de récupérer le cœur pour le jeter comme dans une partie de basket ou de football américain, je ne sais pas, mais en fait, c'est une reproduction très exacte d'un passage de Confessions sur lequel a porté l'attention justement Jacques Derrida dans son essai sur Confession. Et donc, je suis plein de mémoire ici à la salle du San. Et c'est un passage intéressant parce que Augustin, déjà à la moitié des Confessions, donc il a écrit pas mal de choses, il se pose une question banale et radicale. Pourquoi je dois me confesser à quelqu'un qui sait tout? En effet, c'est stupide, c'est-à-dire quel sens peut avoir que de raconter ma vie à un omniscient? Pas question de raconter sa vie aux omniscients, pas question de faire des paris avec les omniscients, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Donc, peut-être en partie parce qu'il a déjà écrit la moitié de son livre, peut-être parce qu'il y a de bonnes raisons, il répond non, je vais faire la vérité, malgré ça, malgré le fait que je suis en train de parler à quelqu'un qui sait tout, je vais me confesser, je vais faire la vérité, c'est l'expression qu'utilise Augustin, non seulement dans mon cœur, mais aussi dans ma plume, devant beaucoup de témoins. On peut imaginer pourquoi ce passage avait retiré l'attention de Derrida, puisque au fond c'est le même procès que Derrida, tout jeune, avait commenté dans l'introduction à l'origine de la géométrie de Husserl, c'est-à-dire l'invention du protogéomètre n'aurait été une véritable découverte si la découverte ne s'était pas fixée dans l'esprit du géomètre, puis communiquée aux autres d'une façon linguistique, et puis traditionnalisée par l'écriture pour sortir de la situation initiale, afin qu'il y avait une forme de traditionnalisation. Tout de même, c'est bien de là que... Et donc, déjà dans ce passage, et déjà dans ce texte de Derrida qui remontait au texte de Husserl, on voyait très bien ce fait qu'il y a un rôle décisif de la technologie, puisque au fond l'écriture est de la technologie, même dans la constitution des objets idéaux, les objets de la géométrie. La géométrie comme science pure ne pourrait surgir en absence d'instruments techniques. Voilà, là c'est le passage auquel je faisais référence. Et maintenant, on passe à quelque chose de plus simple pour expliquer ce que j'entends par technologie, c'est-à-dire, c'est un exemple d'un saveur, pour ainsi dire, perséen, puisque lui aussi parle d'haricots. Dans un bocal, il y a 22 haricots, et là c'est l'ontologie. Il y aurait 22 haricots. Si tout le monde savait qu'il y a 22 haricots, si personne au monde, s'il n'y avait même un seul être humain dans le monde, il y aurait 22 haricots. Je suppose qu'il y en a plus, en tout cas. Alors, d'abord, il est faux pour deux raisons. Il s'agit de petits pois. En plus, ce sont probablement plus que 22. Mais je passe au deuxième passage. Je les compte technologie. Notez, dans la technologie, il n'y a aucune attitude de pensée. C'est-à-dire, on ajoute 1. Tant il est vrai qu'on peut même compter sans penser et à l'aide d'instruments comme des abacus, comme ça, simplement manuellement, on peut compter, technologie, et j'énonce la phrase, dans ce bocal, il y a 22 haricots, qui c'est, petit pois, et il y a... en supposant que la phrase elle est vraie, c'est-à-dire la neige est verte si et seulement si la neige est brune, c'est un peu l'équivalent, on a l'épistémologie, c'est-à-dire on a d'abord une situation indépendante de tout observateur, puis il y a une situation indépendante de toute pensée, notez bien,
lorsque j'ai fait des actions, je ne suis pas en train de penser. Et enfin, il y a une situation qui est dépendante d'une forme de pensée, justement l'épistémologie. Pourquoi j'insiste tellement sur ce point? Parce que nous tous qui sommes formés dans le sillon de Kant sommes habitués à dire les intuitions sans concept sont aveugles. C'est-à-dire, si on n'a pas de concept, on ne peut pas avoir de rapport, même des rapports perceptifs au monde. Non, sans concept, on peut faire beaucoup de choses. Et par exemple, et c'est la chose la plus normale qui se passe, on peut très bien compter sans avoir le concept de nombre. Je crois que la plupart des gens qui font des comptes n'ont pas du tout le concept de nombre, ce qui ne les empêche pas de faire des comptes et de le faire très bien. Donc, la phrase est vraie, plus ou moins. Alors, dans l'hypothèse de faire la vérité, on aurait comme ça, j'ai fait justement, pas question de faire l'histoire de la philosophie, mais je vais donner 3 positions générales portant sur la vérité qui sont présentes, disons, dans les marchés contemporains. Évidemment, ça sera un esquisse, pas plus que ça, mais il y a d'abord ce que j'appelle herméneutique, ou si vous voulez, phénoménologue, comme ça vous plaira, qui dépendent plus directement de la tradition kantienne, justement du fait que l'épistémologie détermine l'ontologie, c'est-à-dire, par exemple, je pense doit accompagner toute expérience possible, doit pouvoir accompagner toute expérience possible. Par exemple, la révolution copernicienne qui nous dit qu'il ne faut pas nous demander comment sont les choses en elles-mêmes, mais comment elles doivent être faites pour être connues. Donc, la primauté de l'épistémologie par nous-mêmes. Alors, j'appelle cette position hypovérité, c'est-à-dire dans le sens que ici, l'épistémologie est quelque chose qui engloutit l'ontologie. C'est-à-dire, l'ontologie est quelque chose qui est complètement tourné d'épistémologie. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on trouve déjà en Berkeley. Est-ce qu'un arbre fait du bruit s'il n'y a pas personne qui l'écoute? Qui sait? Là, dans le système kantien, c'est vraiment... et là, ça a été le grand courant de la tradition de la philosophie transcendantale, la révolution copernicienne, le fait que les langages, comme le disait Heidegger, est la maison de l'être, le fait que, par exemple, l'être qui peut être compris est le langage, comme le disait Gadamer, et le fait, comme le disait Derrida, qu'il n'y a pas de hors-texte, c'est-à-dire que toute ontologie est comprise dans une épistémologie. L'autre position est celle des analytiques, et que j'appellerais de hypervérité, c'est-à-dire pour les analytiques, l'ontologie se reflète tout simplement dans l'épistémologie. Je suis tout à fait conscient de faire des catégorisations vulgaires, mais c'est juste pour être compréhensible. Autrement, il faudrait faire un cours de 10 jours sur ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, le sel était chlorure de soude, de sodium, même à l'époque de Moses, et même si Moses ne le savait pas. Alors là, c'est plus compliqué, puisqu'on peut dire, est-ce que quelque chose comme le chlorure de sodium n'est pas quelque chose qui est construite, elle, par la recherche scientifique? Par là, je ne dis pas que la recherche scientifique construit le sel. Moi, je dis simplement que la notion de chlorure de soude, c'est une notion qui présuppose une déterminée chimie, une déterminée science, et donc qui ne pouvait pas être là à l'époque de Moses, par exemple. C'est-à-dire, il y a des propriétés ontologiques de l'eau qui sont relativement permanentes. Par exemple, le fait que je peux me baigner par l'eau.
Le fait que je peux détruire un computer, un ordinateur avec l'eau, je ne vais pas faire, mais même si le computer n'a pas, l'ordinateur n'a pas c'est-à-dire des connaissances sur l'eau, il va prouver les propriétés de l'eau d'une façon dramatique si jamais un fou va jeter de l'eau sur l'ordinateur. Mais le fait, par contre, que l'eau c'est H2O, c'est quelque chose qu'on ne savait pas il y a 2 siècles, et peut-être dans 2 siècles, on utilisera des manières différentes pour la cataloguer. Donc, ce miroitement entre l'ontologie et l'épistémologie qui est présente dans la philosophie analytique est, selon moi, aussi problématique que la dépendance de l'ontologie par rapport à l'épistémologie qui est typique de la philosophie herméneutique ou continentale. Donc, c'est pour ça que je propose un nouveau réaliste, juste pour donner un tiers, une mésovérité, non dans le sens qu'il y a une médiation, une troisième voie, mais pour suggérer que peut-être la vérité n'est pas un rapport à 2 termes entre un observateur et un observé, entre un ontologue et un épistémologue, mais c'est un rapport à 3 termes qui suppose qu'il y a quelque chose, une ontologie, un résultat, une épistémologie, quelque chose qu'on sait, et quelque chose qu'on fait, justement, faire la vérité, qui serait la technologie. Je vais parler de cette vérité à 3 termes, formation de la vérité à 3 termes et en faisant référence à 3 types de catégories, justement l'ontologie, l'épistémologie et la technologie. Et les 3 termes qui entrent en jeu dans la vérité, dans la théorie que je vous soumets aujourd'hui, sont d'abord les porteurs de vérité. Notez, dans la philosophie analytique, il est normal de parler de truth bearer et truth maker. Truth bearer serait le porteur de vérité, que pour les analytiques sont les objets, et truth maker, ce serait les objets dont les propositions vraies sont vraies. Moi, je n'utilise pas ce sens. Oubliez pour l'instant, faites époquer du sens analytique de ce terme. Les porteurs de vérité sont les objets, l'ontologie. Les énonceurs de vérité sont les phrases vraies qu'on dit à propos des porteurs de vérité. Et les facteurs de vérité sont finalement les opérations technologiques qu'on fait pour justement faire la vérité. Je vais illustrer donc en partant des porteurs de vérité. Voilà une maison. J'utiliserai une métaphorique immobilière, puisque normalement c'est le type de connaissance la plus partagée parmi les êtres humains, l'immobilière, cette vérité ontologique. D'abord, on a les porteurs de vérité. Il y a cette chose qu'on peut appeler un individu. C'est la primauté. Là, c'est un terme un peu créé sur le sillon de Peirce. La première chose qui se donne et que peut se donner en complète indépendance de toute autre chose, c'est la firstness, le porteur de vérité. C'est l'ontologie, c'est-à-dire c'est justement ce qu'il y a. C'est la réalité, et donc ici, je ne pose pas une identité de vérité, de réalité, comme souvent il arrive chez les analytiques, puisqu'il peut y avoir de la réalité sans vérité, c'est-à-dire quelque chose qui se passe sans observateur, mais ne peut pas avoir de la vérité sans réalité. Et elle est composée par les individus. Les individus, ce sont les éléments fondamentaux de l'univers, c'est-à-dire, normalement les philosophes, lorsqu'ils parlent
d'éléments fondamentaux de l'univers disent il y a des particules très petites, très fines qui composent tout l'univers, ou bien il y a des atomes, des particules subatomiques, mais il se trouve pourtant que moi et d'autres animaux plus ou moins semblables à moi ont affaire normalement avec des individus qui sont très hétérogènes, très différents les uns les autres. Vous voyez là une quantité d'individus différents qui sont les bases fondamentales de l'ontologie et qui peuvent exister même sans quelqu'un qui les pense, sans quelqu'un qui a des concepts. Moi, je n'ai pas besoin du concept de plume pour que cette plume ait ses propriétés. Donc, il s'agit purement et simplement d'individus. Il n'y a pas des schémas conceptuels qui analysent, formulent et donnent une forme, une identité à quelque chose qu'autrement ce serait un chaos, une somme, une somme de particules, atomes désordonnés, ou bien pâtes pour faire des gâteaux, comme il y a toute cette métaphorique de l'informe qui serait formée par le concept. Non, pas besoin de concept pour former les individus. Voilà. Ce qu'il y a dans le monde, voilà, on est en train de parler d'ontologie, ne sont pas des phénomènes, mais des choses en soi. Vous savez que on est tous tellement accoutumés à penser qu'il y a des phénomènes et pas des choses en soi, c'est-à-dire ce que nous connaissons, ce sont des choses pour nous et pas des choses en soi, qu'on ne réfléchit pas que si vraiment ce que nous connaissons était seulement des choses pour nous, alors nous ne connaisserons presque rien. Nous ne connaîtrons presque rien. Il y a, vous savez, ces philosophes australiens du siècle passé, David Stowe, qui disait que l'argument du phénomène, c'est le pire argument du monde, puisque nous dit que comme quelque chose est une chose pour moi, elle n'est pas une chose pour soi. Comme si pour avoir une chose en soi, elle ne devrait pas être une chose à moi. Imaginez, pour donner un exemple, que si je passe ces vers à Francis, alors il y a deux vers, le vers pour moi et le vers pour Francis, et en plus un troisième vers qui serait le vers en soi. Et voilà, il le faisait avec une métaphore très parisienne avec les huîtres, c'est-à-dire si je commande des huîtres, je ne peux pas me refuser de payer en disant qu'elles n'étaient pas des huîtres en soi, en elles-mêmes, mais seulement des huîtres pour moi. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas dans les restaurants, évidemment, ça ne marche pas aussi dans la métaphysique. Donc, l'ontologie, qui est justement ce qu'il y a, je répète, d'une façon complètement indépendante de toute connaissance. Évidemment, il y a des êtres sociaux, par exemple, il y a des objets sociaux comme le mariage qui existent seulement s'il y a des personnes qui se souviennent de s'être mariées, des documents prouvant cela, etc. Mais si on reste à l'ontologie des choses naturelles, elles sont choses en soi, indépendantes, disons, elles sont choses hors du texte, pour parler. Il n'y a pas de hors-texte dans le monde social, puisque les documents sont importants, mais hors du monde social, la plupart des choses est hors du texte. Notre corps est hors du texte, et il est une chose en soi, et indépendant des connaissances que nous en avons. C'est ce qu'il y a qui est à la base du réalisme négatif, c'est-à-dire il est indépendant de mes connaissances, c'est-à-dire ce n'est pas simplement à partir de mes concepts et sur la seule base de mes concepts que je peux
changer la nature de ma perception, par exemple. C'est pour cela que je trouve que la perception elle est importante. Non parce que la perception est la vérité, on sait très bien que ce n'est pas le cas, mais parce que la perception falsifie continuellement cette idée hyper philosophique, hyper kantienne, qui nous dit que pour avoir des perceptions, il faut avoir des concepts. On peut très bien avoir non seulement des perceptions sans des concepts, mais en plus des perceptions qui falsifient nos concepts. Quand je regarde les deux segments de la Müller-Lyer, je sais très bien qu'ils sont égaux, ce qui ne m'empêche pas de les voir comme différents. Et donc, l'incorrigibilité serait le caractère primaire de cette ontologie. Je ne peux pas, ce n'est pas une province docile de mes concepts, le monde. Et en plus, il y a aussi un réalisme positif, c'est-à-dire l'interaction. Là aussi, c'est très intéressant, je trouve, parce que si vraiment nos connaissances seraient, et notre expérience du monde serait dépendante de ce que nous savons et de la façon dont sont organisés nos schémas conceptuels, alors on ne comprendrait pas pourquoi on peut avoir des interactions et très efficaces avec des êtres qui ont des organes et des schémas conceptuels complètement différents des nôtres. Imaginez la fameuse question de Montaigne, quand je joue avec mon chat, est-ce qu'il est lui qui joue avec moi ou moi avec lui? Ça aurait été très important pour Kant aussi, parce que, évidemment, quand je joue avec mon chat, je partage un espace dans le monde, et cet espace est partagé par deux êtres qui ont sans doute des schémas conceptuels et des appareils très différents. Comment est-il possible ce type de correspondance, d'interaction? Mais parce que le monde, il est en soi suffisamment solide, les individus qui le composent sont suffisamment solides pour pouvoir permettre ce type d'interaction. Voilà. La réalité. La réalité est donc l'ontologie sans aucune connaissance, mais avec toutes ses propriétés. Ce que je disais avant, c'est-à-dire on n'a aucun mal de penser que les caractères du monde sont indépendants de notre connaissance et que toutes les propriétés, c'est-à-dire si on à la limite, si comme arrive parfois de dire aux herméneutiques, le fait de savoir quelque chose est déterminant pour la nature de la chose qui est connue, alors en ce cas, la connaissance n'aurait aucun intérêt. Si la connaissance a quelque intérêt, c'est parce que ce qui est connu est indépendant de notre connaissance. Vous savez la fameuse histoire de Bruno Latour qui était ridiculisée, mais je crois qu'en plus Latour était en train de faire un jeu, un paradoxe, lorsqu'il disait que, vous savez, il y avait ces savants qui ont étudié la momie de Ramsès II. Ramsès II, et on a découvert que probablement il était mort de TB, alors tuberculose, et alors Bruno Latour a écrit un essai en disant qu'il n'était pas possible que Ramsès II était mort de tuberculose puisque Koch avait isolé les bacilles de la tuberculose seulement en 1882, donc il devait être mort de quelque autre chose. Clairement, c'était un paradoxe, mais il se trouve que si vraiment l'invention d'une maladie équivalait à la construction d'une maladie, il faudrait interdire immédiatement la recherche scientifique. On en a déjà beaucoup, on n'a pas besoin, suffit ce qu'on a, etc. Donc, il y a là, imaginez que l'ontologie soit produite par l'épistémologie, ça peut être un principe d'orgueil par les savants, mais ça serait
fausse en théorie et catastrophique en pratique. Et en plus, justement, les individus, qui sont les seuls véritables existants. En ce sens, je serais nominaliste. Les concepts de généraux existent moins que les individus. Ils ont leur propriété intérieure, donc il faut abandonner cette hypothèse à laquelle je faisais référence avant, c'est-à-dire ou bien il y a une espèce de cora ou de pâte qui serait un être indéterminé. Ça plaît énormément. Imaginez qu'il y a d'abord un être indéterminé et puis quelqu'un commence à travailler et l'être se détermine, etc. Dès que je suis né, j'ai trouvé toujours des états complètement déterminés devant moi. Je n'ai jamais connu un être indéterminé et je crois que cet être indéterminé échappe à toute connaissance. Il n'y a vraiment aucun avantage cognitif à dire que sous la différente apparence des êtres, des individus, il y a une espèce de totalité homogène qui en serait le principe. C'est un rêve partagé par les philosophes et les scientifiques qui donne évidemment des avantages cognitifs de point de vue pratique, mais dont je ne vois pas la vérité métaphysique. Passons donc aux énonceurs de vérité pour reprendre notre métaphore immobilière, ce serait le cataste. C'est-à-dire les individus sont classés, reçoivent une place dans le monde, et ce sont les énonceurs de vérité, c'est-à-dire la secondness, ce qui vient après l'être. On peut parler de l'être. Imaginez, si on réfléchit sur ça, c'est ce type de, disons, de mantra qui a été tellement diffusé dans le siècle passé, c'est-à-dire il n'y a pas d'être sans langage, l'être n'est que dans le langage, et en plus quel langage, ça va être un langage normal, un langage spécial, suffit le français, il faut utiliser l'allemand, etc., etc. Donc, mais il est tout à fait clair, je trouve, que l'épistémologie vient après, elle est seconde par rapport à l'ontologie, même chronologiquement. Imaginez, comme il est vieux le monde, et comme elle est toute neuve, l'épistémologie, ce que nous appelons l'épistémologie, elle vient vraiment beaucoup après le monde. C'est dans l'épistémologie, c'est la vérité, c'est-à-dire on peut sans problème imaginer des millions, des milliards d'années sans vérité, et puis des périodes plus brèves avec la vérité, et c'est un monde d'objets, c'est-à-dire d'objets pour des sujets. Les sujets, eux, peuvent classer les objets, comme définir tout cela des individus n'est pas pratique. Il est plus pratique de dire « Ah, voilà un portable, voilà une plume, voilà un cahier, de l'eau. » Pour ce qui est la secondité, je l'ai déjà dit, la connaissance est toujours seconde par rapport à ce qu'il est. Et invertir la chose, ce ne serait plus de la connaissance, ce serait par exemple une théorie de l'action. Évidemment, je peux dire à quelqu'un « ouvre la porte ». Mais en ce cas, ce que je dis précède l'action, mais ce n'est pas de l'ordre de la connaissance, c'est de l'ordre du prescriptif. Épistémologie. Comme je disais, c'est ce que nous savons et qui n'interfère pas nécessairement avec ce qu'il a. Et la vérité. Là, c'est quoi? Aucune phrase comme proposition n'est vraie, mais c'est la réalité qui la rend vraie. Qui, d'un côté, on peut être d'accord, c'est-à-dire la chose un peu vous savez à quoi je fais référence. Et il y a un trait avec le solipsisme. La chose un peu solipsiste, par exemple, de thèses très répandues comme « moi, la vérité, je parle », il est très difficile d'être
la vérité en général. La vérité, c'est toujours vérité de quelque chose par rapport à quelque chose. Imaginez qu'il y a une vérité, non, il y a des propositions qui sont vraies de quelque chose. Or, le limite de cette formulation, c'est justement qu'on dit c'est la réalité qui rend vraies les propositions. Là où je dirais que plutôt ce sont les propositions qui deviennent vraies dans leur rapport avec la réalité, mais ce n'est pas simplement un effet de miroir. Il faut avoir une certaine activité technique et c'est justement ce dont je vais parler à la fin, dans la troisième part de cette présentation. Et puis, il y a les objets. Alors, je disais, pas la peine de dire qu'il y a des objets avant des sujets. Évidemment, les objets, ils surgissent seulement devant des sujets qui sont là pour classer la réalité. Ce qui ne veut pas dire que la réalité est dépendante des objets, des sujets, je veux dire. Souvent on dit, bon, s'il y a des sujets, des objets seulement par rapport à des sujets, alors tu vois que l'ontologie, elle est dépendante de l'épistémologie. Non, puisque l'ontologie, elle n'est pas composée par des objets, elle est composée par des individus. Les objets sont par contre les individus en tant que connus et sont des objets naturels qui existent dans l'espace et dans le temps indépendamment des sujets. Ce serait comme ça même s'il n'y avait pas de sujet. Les objets sociaux, des choses comme les conférences, les mariages et l'argent, qui existent dans l'espace et dans le temps, mais de façon dépendante des sujets, ce qui ne veut pas dire que les sujets sont omnipuissants par rapport à ces sujets. À cet objet, les objets idéaux qui existent en dehors de l'espace et du temps, et là aussi indépendamment des sujets, c'est-à-dire je ne suis pas le patron de nombre, et les artefacts qui existent dans l'espace et dans le temps, dépendamment des sujets pour leur début et indépendamment pour leur continuation. C'est-à-dire que quelqu'un a fait cette table et la table peut continuer à exister même en l'absence de... Voilà, donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était la partie, disons, la plus incroyablement obvie de ma description du monde, c'est-à-dire il y a des choses qui existent et qui sont en soi, et il y a des procès de connaissance qui font qu'on peut connaître les choses. Les premières sont les porteurs de vérité, l'ontologie, et le deuxième sont les énonceurs de vérité, c'est-à-dire l'épistémologie. Maintenant, on vient aux facteurs de vérité. Si vous voulez, pour continuer dans notre métaphore immobiliariste, ce serait le contrat, c'est-à-dire le fait qu'on fait quelque chose pour qu'il y ait une vérité. Et facteurs de vérité, j'en fais la liste vite, et puis on va revenir d'une façon détaillée, sont la thirdness, pour reprendre la chose persienne, c'est-à-dire le fait que c'est un tiers qui s'interpose entre l'ontologie et l'épistémologie. C'est justement une technologie. C'est une interprétation. Là, on peut avoir des interprétations. Ce n'est pas vrai qu'il faut chasser les interprétations du monde. Il ne faut pas penser que les interprétations sont de l'épistémologie. L'interprétation est une simple technologie, quelque chose qu'on fait pour extraire de l'ontologie quelque chose qui peut devenir épistémologie. Et c'est en plus, c'est que déjà ce que Platon reprochait aux poètes en tant qu'interprètes de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Simplement, ils sont des gens qui transportent les choses. Et c'est là le domaine de fait. J'essaie d'éclaircir ces derniers points. Et puis, j'ai 8 minutes et ça suffira. Alors, le troisième terme. Notez, par exemple, il y a un passage capital dans la critique de la raison pure
dans lequel Kant nous parle d'une technologie qui s'appelle schématisme transcendantal, qui permet de mettre en rapport les concepts avec les objets. Les concepts sont hétérogènes aux objets, puisque les concepts épistémologiques sont généraux, tandis que les objets sont individuels. Les concepts se réfèrent à l'esprit, les objets se réfèrent aux sensations, à l'esthétique, et donc comment peut-on faire pour le mettre en rapport? Il dit, il y a un troisième terme, c'est-à-dire un schéma, ce schéma qui est une méthode de construction, c'est-à-dire quelque chose de technologique, et plus tard, il dit c'est un art caché, donc quelque chose de technique. C'est vraiment art. Verborgene Kunst, Kunst, ça signifie pas l'art du poète, c'est l'art de l'artisan, et que probablement nous n'arriverons jamais à connaître. Or, ceci semble assez mystérieux. Sans doute, Kant a du mal à nous expliquer quels sont les schémas, puisque en plus il commence à expliquer qu'est-ce que le schéma de la substance et qu'est-ce que le schéma de la causalité, et puis il arrête, il ne trouve plus d'autres moyens pour expliquer cet autre schéma. Même dans la deuxième édition de la critique de la raison pure, il change pas mal de choses, mais il ne donne plus de complétude au schématisme. Et il dit, faites-la comme homework. Allez chez vous, vous pouvez compléter vous-même la liste des schémas. Et voilà. Alors, en effet, cet art caché, il est vraiment bien caché, parce que c'est quelque chose qui tient à la technologie. La technologie est quelque chose qu'on fait et dans la plupart des fois, on le fait sans le savoir. C'est-à-dire, moi je peux aller en bicyclette sans avoir de notions de physique. Et les notions de physique ne m'aident pas de façon particulière à aller en bicyclette. Je manie l'argent sans avoir de véritables notions économiques. Il y a toute cette immense dimension du faire qui demeure normalement cachée dans la réflexion philosophique, puisqu'il y a simplement l'être et le savoir, avec l'effet paradoxal qu'on conclut que pour faire quelque chose, il faut d'abord savoir, ce qui n'est pas le cas en général, c'est-à-dire en général, on ne sait pas. Parfois, on arrive à former des concepts, mais normalement, ça n'est pas le cas. Donc, la technologie est, je dirais, une compétence sans compréhension, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait sans avoir des concepts. Ça, c'est un concept opératoire très important qui était touché par beaucoup de philosophes au XVIIIe siècle par Giambattista Vico, italien, maintenant par exemple par Daniel Dennett, dans le dernier livre de Daniel Dennett, il fait en plus un exemple très beau, puisqu'il montre une photo d'une, disons, une maison de termites. Comment ça s'appelle? Termitière. Termitier. Un termitier et la Sagrada Famiglia. Il fait remarquer comme les deux sont incroyablement semblables, mais avec une différence, que Gaudí avait un concept de la Sagrada Famiglia et les termites, plus ou moins, oui. Il a fait des dessins. Oui, mais il rectifiait tout le temps. Oui, mais quand même, plus ou moins, disons que Gaudí était un peu plus conscient que les termites. Mais il se trouve que le résultat était très bien aussi pour les termites, puisque les termites avaient une compétence sans que cette compétence puisse être douée de compréhension, accompagnée de compréhension. Et travaillant sur cette analogie, Dennett fait noter que ça peut marcher pour notre cerveau aussi, c'est-à-dire nos neurones ont des compétences, mais n'ont aucune compréhension, pas plus que les termites.
Alors, généralement, tout ce que nous faisons et l'usage en plus des instruments techniques ne requiert pas des véritables compréhensions, ne requiert pas de concepts et tout de même a une action déterminante pour faire la vérité. Je reviens aux exemples malheureux des petits pois aux pseudo-haricots. La compétence sans compréhension qui consiste à compter peut transformer l'ontologie en épistémologie. Ce n'est pas un secret. Il y a 22 petits pois, je compte et j'arrive à la proposition « il y a 22 petits pois ». Et je suis arrivé à la proposition « il y a 22 petits pois » par l'intermédiaire d'une activité qui aurait pu être faite par une machine, par un singe, par quelqu'un dormant, par quelqu'un qui, au fond, ne connaît même pas l'arithmétique, mais se limite à faire bouger des balles sur un abacus. Alors, ce qu'on appelle interprétation a été souvent et d'une façon peu modeste transformé en une espèce de grande philosophie, la philosophie qui nous dit qu'il n'y a pas de fait, seulement des interprétations, la philosophie qui dit qu'il y a une espèce de domination absolue de la pensée sur les choses, des mots sur les choses, que la forme que les choses ont dépend du mode qu'on les utilise et qu'un bon interprète pourra toujours transformer le vrai dans le faux et inversement. La fonction de l'interprétation est plus modeste, plus technique et s'approche bien plus à cette activité de compter, de bouger les doigts qu'en faisant d'autres choses. C'est la traduction des individus en objets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un interprète, par exemple? Si on demande à quelqu'un de transformer les individus en objets, je dirais, bon, ici, il y a un objet naturel, c'est-à-dire de l'eau. Puis, il y a plusieurs artefacts. Il y a des objets sociaux, par exemple, Francis Wolff et moi-même. Est-ce que ceci est une grande opération de pensée? Non, justement, c'est simplement la traduction de ce qu'est un individu dans un ensemble d'objets, objets sociaux, objets naturels, artefacts. Alors, disons, pour venir à la post-vérité, que la post-vérité est, disons, une vérité à une seule dimension, c'est-à-dire c'est une dimension purement épistémologique. C'est-à-dire, je crois que les vaccins déterminent l'autisme, source Wikipédia, ou autre source, et je décide que c'est vrai, c'est comme ça. Par exemple, le problème de la post-vérité, ce n'est pas que les gens mentent, c'est qu'on est tous persuadés d'avoir raison. Donc, le problème de la post-vérité, c'est l'infraction de la vérité plutôt que la raréfaction de la vérité. Il y a des textes dont on ne sait pas les sources, on dit c'est comme ça, ce qui nous donne quand même comme consolation un certain avantage philosophique, c'est-à-dire que pour la première fois, nous sommes agréés de comprendre exactement qu'est-ce qu'une monade. Ça, c'est un avantage secondaire, mais important. Parce que, par exemple, en Italie, c'est dans la 4e année des études supérieures que le professeur entre en classe et vous parle de Leibniz et des monades. Et il explique que les monades sont des points métaphysiques sans extension qui ont seulement une force et qui, sans porte ni fenêtre, représentent tout le monde de leur point de vue. Personne ne comprend qu'est-ce qu'une monade. On ne peut pas poser
demander des éclaircissements au professeur, puisqu'il ne le sait pas plus que vous. Et donc, la jeunesse italienne porte en soi l'énigme de la monade. Maintenant, la jeunesse italienne ou d'autres nationalités pourra avoir une réponse. Une monade, c'est justement l'opérateur du poste vrai. Chacun de nous est une monade dans le moment où il se représente tout le monde, le World Wide Web, par l'intermédiaire d'un écran et avec la conviction d'avoir raison, conviction qui est partagée avec 10 autres personnes normalement qui nous disent « t'as raison, t'as raison ». Et là, finalement, on a compris qu'est-ce qu'une monade. Et au point de vue classificatoire, la vérité de la post-vérité, ce serait une épistémologie sans ontologie. Puis, on aurait une vérité à deux dimensions, c'est-à-dire épistémologie et ontologie, qui est le cas qu'on a vu symétrique des analytiques et des continentaux. Le problème de deux dimensions, c'est que peut-être comme les projections des choses tridimensionnelles sur seulement deux dimensions, ça pose des problèmes. Où il est très connu que s'il fallait se fier de la projection de Mercator, la Groenlandie serait plus ou moins grande comme l'Afrique, là où ce n'est pas plus grand que ça. On a des types de illusions cognitives qui dérivent de l'usage de seulement deux dimensions. Typique illusion cognitive, si tu n'as pas la dimension intermédiaire de la technologie, tu es contraint à dire que toute expérience dépend de la connaissance. Ce grand dicton de la philosophie moderne, selon moi, dépend en bonne partie du fait qu'on a des illusions projectives un peu dans le style de Mercator, c'est-à-dire si tu n'as que deux choses, tu es contraint à utiliser seulement deux choses. Ou c'est de l'ontologie ou c'est de l'épistémologie. Donc, comme il se trouve que j'ai affaire avec les objets, ça signifie qu'il y a toujours de l'épistémologie qui gère et qui dirige mon rapport avec les objets, qui n'est pas du tout le cas. Je peux avoir des rapports avec les objets, même sans épistémologie. Et ce qui se passe la plupart des fois, justement, si on utilise cette vérité à trois dimensions, qui serait celle qui utilise l'épistémologie, l'ontologie et la technologie. Merci. Merci Mauricio pour cet exposé qui non seulement montre qu'on peut faire de la philosophie générale en citant des noms ou sans citer des noms, la question n'est pas là, et d'autre part, donc un exposé qui rentre parfaitement dans le cadre extrêmement généraliste, peut difficilement être plus généraliste que ton exposé. Oui. Ça. Tu me diras, il y a des gens qui parlent de l'être et au-delà, mais tu n'es pas allé au-delà de l'être quand même. Non, tu es resté juste en deçà, mais en deçà. Et en deçà, tout le reste en deçà. Voilà, à partir de l'être et en deçà. Et d'autre part, sur lequel je suis, tu ne peux pas savoir à quel point je suis d'accord. Il m'est arrivé ici de dire des choses qui n'étaient pas très éloignées d'Étienne, mais comme tu les ignorais, je ne peux pas, on peut dire que c'est un argument de plus pour dire qu'elles sont vraies, puisque tu ne savais pas que je les avais dites. Donc, non, mais je vais me documenter, puisqu'en plus, je l'invite et ne se prend pas la peine de consulter mon intégrale. Non. Mais, alors, je vais d'abord, comme je le fais habituellement, résumer quelques-unes de tes thèses, et puis après dire mes points de doute ou de désaccord pour que nous ayons une discussion, puisque même si je suis grosso modo d'accord, eh bien les points de divergence sont d'autant plus forts qu'ils sont à l'intérieur d'une théorie que je partage tout à fait. Alors tu distingues ontologie, épistémologie et technologie. L'ontologie dit ce qu'il y a, l'épistémologie dit ce que nous savons et la technologie dit ce que nous faisons, et qui permet le passage de l'ontologie à l'épistémologie, c'est-à-dire que nous ne saurions rien s'il n'y avait pas quelque chose qui existe, mais nous ne saurions rien non plus s'il n'y avait pas, pour en assurer le passage, des choses que l'on fait pour transformer ou pour traduire ce qu'il y a en ce que nous savons. Alors, tu distingues au fond deux grandes traditions qui nient de façon opposée
cette tridimensionnalité, ce que tu as appelé à la fin cette tridimensionnalité. Disons, il y a un personnage comme ça, bidimensionnel, qui est l'herméneutique, la phénoménologie, etc., pour lequel, au fond, l'épistémologie détermine l'ontologie. Autrement dit, pour lequel eh bien, ce qu'il y a dépend de ce que nous savons. Inversement, la philosophie analytique procède à l'inverse et dit, au fond, il y a ce qu'il y a détermine ce que nous savons. Mais l'un et l'autre pêchent par le fait qu'ils ne voient pas qu'il faut quelque chose d'intermédiaire. Le premier cas, c'est une sorte d'idéalisme contemporain, et peut-être le deuxième, c'est une sorte de réalisme naïf, de réalisme brut, qui ne voit pas quelle action est nécessaire pour transformer l'être en connaissance. Alors, à partir de là, tu distingues les porteurs de vérité. En gros, les porteurs de vérité, ce seront des individus, des êtres qui existent dans le monde, et les énonceurs de vérité, qui seront des énoncés, précisément. Et ce qui t'apporte le plus, c'est qu'il faut un intermédiaire, qui sont les facteurs de vérité, qui sont ces opérations, dans tous les sens du terme, de traduction de la réalité, qui est sœur naisse d'une certaine manière logiquement, mais qui quand même est seconde naisse dans le fait qu'il faut qu'il soit entre les deux, sinon il n'y aurait jamais de science. Alors ainsi est sauvé à la fois un réalisme fort, strict, dans lequel il y a une réalité indépendamment de nous, et elle nous est accessible, puisque le réalisme se définit généralement par ces deux thèses, l'existence indépendante de la réalité d'une part, et le fait qu'elle soit accessible à nos moyens de connaissance. Donc un réalisme fort, négatif et positif, et par ailleurs le fait que contre des théories, disons, idéalistes classiques ou idéalistes postmodernes, selon lesquelles la vérité et l'objet est construite ou socialement construite, ou voilà, tu dis non, il y a une réalité indépendante, nous pouvons la connaître, mais il y a bien une action qui d'ailleurs relève plus de la pratique que de la théorie, puisqu'il peut y avoir cette action sans concept, comptage, il peut y avoir cette action sans compréhension, tu dises d'autres exemples pour le montrer, et par conséquent, il y a bien un troisième terme qui est nécessaire. Alors, d'abord, mon accord est global, considère que en effet, je ne sais pas si je suis un vieux ou un nouveau réaliste, mais un réaliste quand même. Simplement, déjà une petite remarque en passant. Tu as traité avec une certaine condescendante amusante un argument antiréaliste qui, à mon avis, est quand même considérable. Ce n'est pas pour dire qu'il est convaincant, parce qu'il n'a jamais convaincu personne, mais quand même, l'idéalisme revient toujours par la fenêtre quand on le chasse par la porte, et il n'est pas si facile de se débarrasser de son argument le plus fort. Tu as dit, c'est un argument qui ne vaut pas grand-chose. Or, il y a un argument qui est en faveur de l'idéalisme, peut-être sous sa forme la plus bénigne, mais quand même qui est difficile. C'est comme le capitaine Haddock, c'est le truc qui vous colle quand même à un moment, qui est en gros le suivant. Qu'est-ce que c'est que je peux connaître, sinon ce que je peux connaître? C'est une quasi-tautologie, c'est-à-dire l'objet en soi, je ne sais qu'il est en soi qu'à partir du moment où il est connu. Donc il est connu, et s'il est connu, il n'est plus en soi. C'est-à-dire, moi je compare ça à l'argument, va voir là-bas si j'y suis. Si j'y suis, c'est que je ne peux pas aller là-bas. Va voir la chose en soi sans la connaître, je ne peux pas. Bon, c'est un argument qui est assez considérable, duquel on ne peut pas déduire qu'il y a une chose en soi existante, mais duquel on ne peut pas dire que forcément ce que l'on connaît, en dehors d'être connu, est en soi, puisqu'on le connaît. Bon, donc il me semble qu'il faut soit dire qu'on ne fonde pas le réalisme, et que c'est un réalisme, et ça je comprends cette position, soit dire qu'il faut
et c'est ce qu'ont fait certains philosophes contemporains, essayer de trouver comment contourner cet argument, le réfuter. Bon. Ça, c'est une petite remarque au passage sur un argument, je veux dire, on ne se débarrasse pas si facilement du kantisme, je crois. Mais bon, sans parler de Kant, hein, sur l'argument lui-même. Deuxième remarque concernant, disons, la question, il y a des individus réels, il y a des objets du point de vue de la connaissance, puisqu'il y a des sujets de la connaissance, donc l'opération va consister à transformer des individus en objets. Je suis tout à fait d'accord sur l'opération générale. C'est sur les individus que je tique un peu. Pourquoi ? Parce que quels sont les opérateurs d'individualisation que nous possédons ? Première, tu as dit, ça n'est pas le langage. Quand même, il y a des opérateurs d'individuation dans le langage. Quand je dis cette chose-ci, je n'utilise pas que le langage, puisqu'il y a une opération de monstration qui dépend de l'appareil perceptif, mais l'opération d'individualisation, elle dépend quand même du ceci qui est un opérateur d'individuation. Peut-être le moins clair, mais il y en a deux autres que tu connais tout aussi bien que moi, qui sont évidemment le nom propre, d'une part, et d'autre part la description définie. C'est-à-dire il y a des opérateurs d'individuation dans le langage. Tu dis oui, mais alors, faites-moi pas rigoler, c'est pas le langage parce qu'il y a de la perception. Oui, mais tout le problème est de savoir si les opérateurs d'individualisation de la perception sont les mêmes pour la perception et pour le langage. Or, ça ne marche pas si facilement que ça. Je ne sais pas ce que tu penseras. Alors, évidemment, il y a toute une littérature là-dessus, mais je pense aussi qu'il y a des individus. Je pense qu'il y a une intersection entre nos opérateurs d'individuation linguistique qui font qu'on ne peut pas, contrairement à un argument lui aussi fameux, il est probable que toutes les langues du monde, réelles ou possibles, désignent les lapins par un nom, et qu'on peut montrer un lapin et qu'il n'y aura jamais de langue qui nous dira, au fond, c'est une partie temporelle de lapin. Bon. Néanmoins, c'est probable qu'on peut faire l'hypothèse métaphysique du fait qu'on va désigner chaque instant par une partie temporelle de lapin, partie temporelle de lapin. C'est possible, métaphysiquement. Mais il n'y a pas de langue parce que là, il y a une coïncidence entre les individus qui sont découpés assez bien dans l'espace, les lapins, et les individus qui sont découpés par le langage, et je peux dire ce lapin, je peux dire j'ai un nom commun, c'est pas un hasard, il est pratiquement traduisible dans toutes les langues, bon, même indépendamment peut-être de la conceptualisation qu'on a. Mais ça n'est pas forcément le cas, et par exemple sur les artefacts, c'est déjà beaucoup moins évident que le découpage que tu adopte des individus pour les artefacts, soit le même que pour culture des civilisations qui ne connaissent pas ces artefacts. Voilà, cette fenêtre, bah oui, mais si je vis dans un univers où je n'ai jamais connu que des igloos, bon, je ne sais pas ce que tu veux dire par cette fenêtre, et je ne sais pas si la fenêtre, c'est un individu ou c'est déjà un objet, au sens que tu donnes. Et on pourrait prendre des exemples d'êtres vivants dont il est difficile de savoir. Alors, de là, une deuxième question. Tes opérateurs d'individualisation perceptive, j'ai toujours l'impression que tu les as pris comme des individus qui sont assez bien découpés dans l'espace. Et ça me paraît absolument clair qu'il y a des objets dont nous parlons et que nous percevons qui sont bien découpés, qui sont des individus spatiaux. La chaise, l'ordinateur, etc. Alors j'ai une question que je me pose souvent et que je te pose donc maintenant. Est-ce que tu as des objets, pardon, des individus, excuse-moi, pas des objets, des individus qui sont individualisables et qui ne sont pas dans l'espace? Et je ne parle pas des objets abstraits, je ne parle pas des individus abstraits non plus, mais par exemple qui seraient des individus concrets dans le temps. Par exemple, moi j'appelle ça des événements. Est-ce qu'ils font partie de ton ontologie ou pas?
ou est-ce qu'il faut recourir au deuxième degré ou au troisième degré pour qu'on ait des événements? Bon, pour moi, les individus habitent, les événements sont des individus qui habitent le temps comme les choses, là, que tu as citées, habitent l'espace. Alors, et j'ai une troisième type de question, donc je les regroupe et puis après on va discuter, qui est concernant... Selon mon classement, c'est le quatrième. Comment? Selon mon classement, c'est le quatrième. Non, mais... Quatrième question. Alors, concernant l'opération de traduction, alors je trouve ça tout à fait intéressant ce que tu dis, et même en grande partie convaincant, mais est-ce qu'il s'agit de la même opération lorsque je compte, par exemple, ou lorsque j'ai affaire à un appareillage ou une technologie ou une technique, je ne sais pas comment dire, tout cela a été utilisé, ces concepts, pour dire ça, plus élaborés. Par exemple, bien entendu, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un nombre pour savoir compter, pour pouvoir compter, admettons que ce soit un savoir-faire et pas un savoir, et par exemple, voilà une première opération de traduction. Est-ce que, par exemple, si je te dis la somme des angles d'un triangle est égale à 2 angles droits, bien entendu, je vais passer par une autre opération de traduction qui va être, admettons, une démonstration mathématique. Et il est clair que si je suis un mathématicien, et si je rentre dans la cour de mathématiques, je suis un professeur, et je dis, bon, tout le monde écrit la phrase suivante, la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. C'est une phrase vraie. Mais on s'en fiche qu'elle soit vraie. Ce qui est intéressant, mathématiquement, c'est qu'elle soit démontrable. Donc il va falloir une opération de traduction, et je suis tout à fait d'accord avec toi, une technologie. Le problème, c'est deux. Il y a deux problèmes là-dessus. C'est que, c'est que le triangle dont il s'agit n'est pas un individu au sens que tu donnes. Il est au contraire général et abstrait, puisque c'est une démonstration dans le sens que pour le triangle, et non pas pour cet individu, ce triangle, sinon c'est plus une démonstration. Ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est que dans l'ordre des connaissances, appelons-les grosso modo scientifiques, mais je pourrais prendre l'exemple ailleurs que dans les sciences, par exemple dans le droit, hein, pour reconnaître que Socrate est coupable et qu'il faut le condamner à mort, il faut que j'utilise d'autres technologies. Hein. Des technologies, il va falloir que je mette deux discours l'un en face de l'autre, j'utilise la rhétorique, que je fasse voter des gens pour savoir, bon, etc. Bon, je vais utiliser d'autres opérations de traduction qui ne seront... Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu dirais que c'est un quatrième, est-ce que ça va rajouter une quatrième dimension, ou est-ce que ça relève aussi de la technologie, puisqu'au fond, là, il va falloir recourir à des pratiques, à ce qu'un autre philosophe français du XXe siècle appelait des technologies de vérité. Bon, j'ai cru entendre que tu employais ce mot dans ce sens-là. Est-ce que ces technologies qui permettent de dire qu'il y a que le triangle rectangle de droit, ou qui vont permettre d'élaborer la théorie de, je ne sais pas quoi, newtonienne de la gravitation universelle, ou de dire que Socrate est coupable, est-ce que c'est du même ordre pour aboutir à ces vérités, Socrate est coupable, la somme des angles, etc., que ces opérations de traduction qui sont sans compréhension, c'est-à-dire qui sont... puisque là, il ne s'agit plus simplement de compter, il faut savoir démontrer, donc comprendre. Voilà quelques questions pour compléter ton exposé. Merci, ce sont des questions très importantes qui en plus m'aident à préciser un point général, oui, d'où découle, je crois, la réponse possible. Alors, justement, tu as fait recours à l'argument, mais comment tu peux nier le phénomène, puisqu'on sait très bien qu'on a fait avec des choses en soi, mais il se trouve en même temps qu'on a affaire avec ces choses, donc ils peuvent bien être des choses en soi, mais comment peut-on nier qu'elles ne soient pas des choses pour toi? Donc, alors, ce type d'argument, je le fais valoir non pas pour l'individu, c'est-à-dire pour l'ontologie,
mais pour l'objet, c'est-à-dire pour l'épistémologie. En effet, pour ce qui en est de l'épistémologie, je peux admettre complètement l'argument du phénomène, en ceci que, évidemment, les objets sont objets pour un sujet. Donc, lorsque j'ai affaire avec des objets, j'utilise des catégories, j'utilise des savoirs ou même des instruments. C'est-à-dire, moi je peux utiliser pour faire la somme de tous les objets plus petits que ça, je peux utiliser et un discernement et un œil adapté et un savoir de longueur et un trou dans la table. Et si j'arrive au même résultat avec un trou, tous les objets qui passent dans ce trou rentrent dans la classe des objets plus petits que je peux donc très bien admettre le caractère d'être pour des sujets des objets, parce que les objets, précisément, sont épistémologiques. Considère que moi, un animal, nous pouvons partager la même technologie. C'est-à-dire, moi et mon chat, nous sommes tous les deux capables d'ouvrir la porte. Or, je doute, avec toute la bénévolité pour mon chat, que sa technologie l'amènera à une épistémologie. Pour ce qui en est de moi, je peux espérer que dans le temps, et pour certains domaines, et pas pour les autres, j'aurai une épistémologie adéquate à ma technologie. J'espère de l'avoir plus ou moins dans mon champ de spécialisation. Je sais que je ne l'ai aucunement dans la médecine. Justement, je vais auprès d'un médecin si je suis malade et pas dans un collègue de la faculté de médecine, etc. Donc, c'était juste le point pour dire que je peux admettre, je transfère tout ce que les kantiennes refaire à l'ontologie, je les transfère à l'épistémologie. Ainsi, le pauvre Ramsès II pouvait mourir, même en l'ignorance absolue de la cause de sa mort, même avec des théories fausses sur la cause de sa mort. Il se trouve qu'il est tout à fait légitime de dire maintenant qu'il est mort de tuberculose, puisque c'est une chose qui en plus n'a pas déterminé la mort de Ramsès II. C'est une autre question. Oui, c'est une autre question. Voilà. Maintenant, puis, dans le système de la post-vérité, on pourra conclure que c'était Bruno Latour qui a tué Ramsès II, puisque ça se mélange sur le web. Je n'ai pas dit que Latour est responsable de la mort d'un pharaon. Pour ce qui en est des événements, moi je trouve que les événements adhèrent toujours à des individus. En ce sens, je dis que les individus n'ont pas seulement une dimension spatiale, mais une dimension temporelle. C'est une très belle image qu'on trouve à la fin de la recherche, quand Proust voit les gens au bal de tête, à la matinée guermante, et dit « il me semblait des géants », puisque à part les 3 dimensions qu'ils occupaient dans l'espace, il y avait cette 4e dimension qu'ils occupaient dans le temps, c'est-à-dire tout le temps qu'ils apportaient avec eux. Et moi, je trouve que là, ce sont vraiment tous les événements, mais les événements appuient sur les individus, c'est-à-dire l'événement Waterloo appuie sur ces dizaines de milliers d'individus, sur l'endroit physique où c'est déroulé. Tu es donc encore plus aristotélicien que moi. Oui. C'est-à-dire que tu penses que les événements sont des propriétés oui. des individus. Okay. Oui, justement, c'est un peu la physique d'Aristote. Et pour la question, il faut le savoir pour la technique. Justement, on peut avoir du savoir pour la technique,
Mais par exemple, il y a des exemples que tu as donnés que peuvent se passer de la technique. D'un côté, je te dirais, le triangle, il n'est pas un individu, il est un objet géométrique. Et en plus, la plus grande partie des démonstrations géométriques dans la tradition euclidéenne se font simplement avec la superposition d'objets. Donc, c'est pour ça que Kant dit que les objets incongruents, les opposés incongruents créent un problème, puisque comment ça se fait que je vois une analogie entre ces deux mains, mais en même temps, je ne peux pas détacher une main sur l'autre et la superposer pour prouver qu'ils sont les mêmes. Si c'est fait tous ces soucis, c'est parce que, en effet, une manière normale pour résoudre des problèmes même compliqués. Et alors il intervient une équivoque que nous, je ne dirais pas nous occidentaux, qu'on a souvent. Par exemple, il m'est arrivé récemment de relire des essais de Zonreiter, imagine-toi. Alfred Zonreiter, travail manuel, travail intellectuel, ce sont des choses vraiment qui démontrent l'âge de qui vous parle, mais il fait à un moment donné une distinction radicale entre la géométrie grecque et la géométrie égyptienne. Et elle se basait sur quoi cette différence? Que les Grecs, eux, ils pensaient, tandis que les Égyptiens se limitaient à utiliser des cordes pour mesurer et faire ces résultats, qui étaient d'ailleurs parfaits. Donc, et alors, je me suis demandé, mais quel serait ce type de supplément d'âme qui ferait que si quelqu'un utilise un calamus, une chose pour tirer, ce type, il pense, et si tu utilises une corde, tu ne penses pas. Qu'est-ce que ça signifie penser? C'est pas qu'il pense pas, c'est qu'il ne dit pas. Oui. Le propre, en général, quand on fait dans l'histoire de la géométrie, ce qu'on dit, ce qu'apporte la géométrie grecque par rapport à la géométrie égyptienne, c'est qu'ils veulent tout mettre dans des logoi. Oui. Et qu'il faut revenir toujours à des logoi, qu'ils soient des principes, qu'ils soient des axiomes, qu'ils soient des définitions, etc. Et donc la démonstration a ceci d'extraordinaire, exactement comme pour le procès de Socrate, c'est rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans le logoi, tout dans les logoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de processus de vérification expérimentale. Ils n'ont pas inventé la physique, mais ils ont inventé les mathématiques. Bon, ils ont inventé un procès rationnel, mais dans lequel il n'y a pas de police judiciaire. Oui, oui, justement, mais ce que je veux te suggérer est que il y a là, au tout debout, il y a technologie dans le procès égyptien, technologie dans le procès grec. Ce que les Grecs font, justement, c'est de transporter, d'aller au-delà de la technologie dans le sens d'une épistémologie. Mais pour ce qui en est des pratiques, elles sont bonnes tous les deux. Ce n'est pas question en tout cas des pratiques. C'est-à-dire, il ne m'étonne pas qu'on puisse d'une technologie arriver à une épistémologie. Et c'est bien pour les autres. Mais il se trouve que, par exemple, rarement le grand épistémologue des batailles est un grand général. Et le grand général a une technologie qu'il aurait du mal à expliquer. C'est la question, par exemple, de l'art. C'est combien? Qui sait comment ça se fait que ce type très inapte au point de vue physique que Maradona jouait si bien au football? Oui, sans connaître les lois de les lois de la gravitation du ballon. Heureusement pour lui, sinon il n'aurait jamais... tout le temps à penser comme ça. C'est affreux. C'est pour ça que les géomètres sont de piètres footballeurs. Je crois que c'est l'unique explication. J'ai encore beaucoup de choses à dire et j'aimerais continuer cette conversation, mais je ne peux pas terminer sans remercier une fois de plus Maurizio Ferraris pour son exposé extrêmement passionnant. Merci.